Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Format Collation, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous présente l'extase. Découvrez l'équilibre parfait entre vibration interne profonde et stimulation externe alléchante avec l'extase, conçu pour cibler simultanément... Excusez. Ça a bougé. Ça a bougé? Oh! Conçu pour cibler simultanément le point G et le clitoris, il est doté de 2 moteurs puissants, chacun offrant 10 modes personnalisables pour explorer votre rythme de plaisir unique. La partie interne incurvée, j'imagine que c'est le... C'est trop fort dans les écouteurs. C'est le petit bout qui bouge, là. Oui. Bon, la partie interne incurvée offre une stimulation ciblée du point G. Ah non, ça doit être la grosse affaire. Ben, je sais pas. Je suis pas certaine de comment ça fonctionne quand je regarde. Pour les gens à l'audio, on est vraiment désolés, là, ça... Les segments Eros sont mieux sur YouTube, mais bref. Tandis que la partie externe est équipée d'un stimulateur rotatif qui masse délicatement le clitoris. Ah oui, OK. Fait que la grande branche, c'est pour le dedans. Oui, et ça, c'est pour le dehors. Et le site web nous dit que le petit pour le dehors, ça imite la sensation d'un toucher expert. Rien de moins. Élégant, ergonomique et facile à nettoyer. Il est plus qu'un simple jouet. C'est une porte ouverte vers un plaisir personnalisé et respectueux de votre corps. Mais ne vous fiez pas qu'à la description. Fiez-vous aux commentaires très queer-friendly de Sarah et Flo qui nous disent « Roule ta bille! » Enfin, un jouet qui comprend l'expression « se rouler la bille ». Merci, Eros, d'avoir en tête le plaisir féminin. Ma copine et moi l'adorons. Ça s'invente pas, les commentaires. Alors, Emna, dis-moi, si l'extase était un candidat ou une candidate au dé, qui serait-il? Alors, dans la description, ça disait donc que il y a 2 moteurs distincts. Alors, ça ressemble un petit peu aussi à un dragon. Donc, j'irais avec le dragon à 2 têtes, Arnaud et Anthony. J'irais avec ça. Il y a aussi dans la description, à un moment donné, ça dit que l'extase a une douceur luxueuse. Ça m'a un peu fait penser à Anthony puis ses commentaires sur le prestige d'une femme qui a un faible body count. Et aussi, selon les commentaires, le roule ta bille, etc. Je trouvais que c'était une alternative intéressante à Anthony qui disait dans son portrait qu'il voulait se rouler des pelles. Alors voilà. Ben, merci, Emna. Merci, Eros et compagnie, de soutenir les ficelles. Vous pouvez utiliser le code promo Ficelle15, tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Merci! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 12 novembre 2025, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Chypre. Nous sommes présentement dans les studios de Virage Sonore. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emma Achour. Bonjour. Florence Ferraris. Allô. Et moi-même, Amélie Faubert. On vous parle aujourd'hui de l'intimité spectacle, des mâles alpha et d'OD comme une campagne électorale. Bonjour tout le monde! Il y a un petit moment d'attente dans mon intro. Là. Bienvenue au Ficelle, Florence! Merci de l'invitation. Ben oui, merci d'avoir accepté notre invitation après le gros automne que tu as eu. Parce qu'en effet, ben, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Florence, elle est formée en journalisme et en études urbaines. Tu as couvert pendant plus de 10 ans quand même les enjeux de mobilité et d'aménagement urbain. On a notamment pu te lire dans Le Devoir où tu as signé la chronique sur la route entre 2014 et 2019. Et ton plus récent livre qu'on a recommandé ici au Ficelle, oui. Nous serons un village au cœur de la ville, vient de paraître aux éditions Atelier 10. Et puis, à temps perdu, comme ça, tu travailles en politique municipale. Elle vient d'ailleurs de clore, c'est un automne rocambolesque comme directrice de la stratégie et du contenu de la campagne de Projet Montréal. Peux-tu nous parler de ton rapport à Occupation Double? As-tu eu le temps d'écouter Occupation Double cet automne? Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas eu le temps. En fait, mon automne, c'est vraiment résumé à une campagne électorale, c'est-à-dire travailler dans un petit local sur le boulevard René-Lévesque 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En fait, je pense même que les journées ont plus que 24 heures quand on est dans une campagne électorale. Mais c'est intéressant parce que je me suis posé la question, parce que j'écoutais OD, tu sais, autrefois, en fait. Oui, c'est ça, jadis. J'ai commencé à écouter OD en 2017 quand Jay a pris la barre de l'émission. Puis, fait que là, je me suis posé plus de questions dans les derniers jours pour voir un peu, tu sais, c'était quoi mon rapport. Je me suis rendu compte, en fait, que depuis que je travaille en politique, moi, j'ai commencé à travailler en politique municipale fin 2021, donc après la précédente campagne électorale. Et depuis ce temps-là, Occupation Double ne fait plus partie
de ma vie. Puis c'est ça, je disais à Emna tantôt, je pense que c'est too close to home. Vous allez voir, il y a quelque chose de dans l'intensité, dans les gamiques de pouvoir, dans les jeux de stratégie qui sont quand même très similaires à ce qu'on vit en politique. Ça s'apparente aussi un peu à une gang de camp de jour, gang de camp de vacances. On n'est pas très loin non plus. Fait que, donc, c'est ça. Mais mon rapport à OD date quand même, c'est ça, je l'écoutais en 2017 quand ça avait repris, en fait, en ondes. J'étais en congé de maternité à ce moment-là. Puis, c'est le fun, un congé de maternité. C'est lumineux, avoir un bébé, mais en même temps, c'est isolant beaucoup aussi. Tu es toujours un peu en décalage horaire avec le restant du monde. Donc, je me souviens qu'à ce moment-là, OD était un peu... une fenêtre sur le reste de l'univers. J'avais des amis aussi, avec qui, justement, j'étais un peu en décalage horaire, mais on se retrouvait, le dimanche pour l'écouter. Okay. On était capable, on échangeait des trucs sur les quotidiennes. Fait que ça m'avait comme permis de me rattacher au monde à travers comme les boires, le cododo, puis toutes ces affaires-là. Puis j'avais vécu un peu la même chose en 2020 pendant la pandémie, quand il y avait eu OD chez nous. Là aussi, j'avais eu, senti cette espèce de cohésion ou d'esprit de corps, finalement, qui se développe à travers la télé-réalité ou la culture populaire. Fait que voilà. Mais dans les dernières semaines, j'en ai écouté quelques-uns en rafale. J'avais quand même des collègues qui l'écoutaient. Des fois, après les débats, on écoutait les débats en gang, puis comme ils laissaient le grand écran, puis ils se faisaient des rattrapages. Débat des chefs, c'est l'élimination, même combat. Exact, même combat, vous allez voir. Fait que c'est ça, voilà mon rapport avec OD. Merci. N'hésite pas à intervenir si tu as vu des choses récemment, parce que Emna va nous faire de toute manière un résumé avec ses faits saillants. Oui, yes. Avant ça, j'aimerais souligner que tu n'as pas dit dans sa bio, et ça, je pense à la faute à Florence, parce que tu aurais dû le mettre dans ta bio, moi, que nous avons étudié ensemble. Oui, ça devrait être dans ta bio. Je fais juste dire. Je me disais, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai copié-collé ce que Gab m'a envoyé. Oui, t'as pas dit qu'on a étudié ensemble et t'as pas dit qu'on a pleuré ensemble à la fin de la grève en 2012. En tout cas, oui, peut-être que nous en reparlerons. Oui, on s'est vraiment fait des amis pour la vie avec la grève, parce que Solène, qui est notre co-animatrice à temps partiel cette année, là, puis moi, on s'est connus pendant la grève aussi en 2012. Voilà, ça tisse des liens. Oui, vraiment. Alors, pour mes moments de la semaine, la gang, plusieurs ficelles-ou-ficelles-ounes ont poussé un soupir de soulagement dimanche après l'élimination du tous joueur de hockey qui c'est qui vous avait prévenu qu'il serait vraiment deg dès le jour 1? Bibi. Never underestimate. Non. Moi, je me suis réconciliée avec sa présence à OD à cause de ta chronique sur les plots à POC. Tu t'es réconciliée? Oui, j'étais comme, thank God qu'ils ont mis un joueur de hockey parce que Emna a pu faire cette chronique. Okay, genre, moi, ça m'a réconciliée avec sa présence. Oui, je comprends. Mais je voulais juste dire, never underestimate l'intuition d'une neurospicy qui a travaillé dans des boys clubs. Juste dire. Il y a eu beaucoup de manigances et de discussions sur Pépito Sangria dimanche. Ça changeait de tête de turc comme ça changeait de top 1. J'ai eu un peu de misère à suivre. Mais même si j'étais confuse, j'étais vraiment pas aussi mêlée qu'Alexandra dimanche. Ouais, petite chouette qui avait un peu moins vocabulaire que Monsieur Anthony. Ça faisait aucun sens, qu'est-ce qu'elle disait. Ben, t'es vraiment très saoule. Mais juste saoule, parce que c'était beaucoup, je sais pas combien qu'elle en a bu. La table était très longue aussi. Oui. On nous a dit après, là. Oui, c'est ça, la table était longue. On a là la caméra. Je l'ai réécouté, il y avait des choses que j'avais pas remarquées dimanche. J'espère que la salade de Damien était assez bonne pour justifier qu'elle ait coupé la parole à tout le monde pour manger la salade de Damien. En fait, moi, je me suis demandé comment ça se fait qu'il l'avait laissé boire autant. Comme ça m'étonne qu'il n'y ait pas une nounou à quelque part à un moment donné qui fait comme, OK, time out, on arrête les caméras. Mais il n'y avait pas des éditions où est-ce qu'il les limitait dans genre 2-3 canettes, me semble. On a déjà eu cette conversation-là, mais... Mais tu sais, tilim, là, c'est tout c'est ça, entre tilim, puis j'ai pas de vocabulaire. Il me semble qu'il y a eu une petite limite de... Ça fait certainement partie, je pense, du top 3 des gens qui ont été les plus sous à Occupation Double. Oui, c'était... En tout cas, on lui souhaite d'avoir bien dormi cette nuit-là. D'avoir bu beaucoup d'eau. Voilà. Il y a eu beaucoup de pépites, dignes d'OD pépites aussi cette semaine. Comme Sébastien qui veut constamment semer des graines. Faut qu'il arrête de semer des graines, arrête. Sème des idées, sème des doutes, sème pas des graines. Mais il l'a dit genre 158 fois. On a aussi vu une Cindy très cocky toute la semaine, j'ai envie de dire, pauvre petite, qui croyait vraiment avoir bien cerné tout ce qui se passerait et qui était convaincue que si Annie et Damien avaient une décision à prendre concernant la prochaine élimination en voyage, jamais ça désavantagerait son couple à elle.
est tombée de haut en tabarnane quand Annie et Damien ont décidé de retirer Cindy Matisse de la leur table de logique était délibération. tout à fait impeccable. Pour Ouais. vrai, comme la manière qu'ils l'ont expliqué, j'étais comme... Parce qu'ils ont dit, vous avez déjà eu des gros avantages dans les dernières semaines. Même plus que dans les dernières semaines, ils ont eu 2 votes la semaine passée. C'est Ouais. à cause d'eux autres que, comme Never Forget, Catherine et Cédric sont partis. Je l'ai encore à travers de la gorge. Exactement. Fait que, tu sais, c'était assez logique. Puis là, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Mais là, Cindy était vraiment déçue, puis elle était vraiment fâchée, puis elle a pleuré. Puis, hear me out, je suis une hypersensible. Je pleure constamment. Comme, I know what it feels like, but do you know what else I know how it feels like? White woman tears, OK? Puis là, je me suis fait critiquer beaucoup de l'avoir mentionné en début de saison que ce que Cindy faisait devant Annie, c'était souvent des white woman tears. Mais croyez-nous, femmes de la majorité globale, we know white tears when we see them. Ça veut pas dire que Cindy est profondément raciste ou qu'elle a fait ça intentionnellement, mais je pense que c'est souvent ça le problème dans le racisme, c'est que c'est inconscient, c'est que c'est insidieux. Puis, par hasard, c'est toujours dirigé vers la seule femme noire. Fait que, bref, je pense quand même que Cindy semble être une personne capable d'écoute et d'introspection. Fait que je lui souhaite d'être assez humble quand elle va regarder les émissions pour faire un petit examen de conscience puis checker ses privilèges avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Mais au-delà de ça sortait vraiment de nulle part. Il y a des fois où c'était je un peu comprends, là, démesuré. c'était très démesuré sa réaction. Là. Ça avait aucune commune mesure. En Ouais, fait, c'est ça. Puis elle a eu c'était tu beaucoup. sais, il y a eu d'autres moments où est-ce qu'elle a pleuré dans l'aventure as one hypersensible does. Mais c'était vraiment pas aussi intense que quand c'est Annie qui est. Mais c'était presque drôle, en fait. T'sais, je veux pas rire de que. Mais je comprends qu'Annie était comme tout est tigidou, là. Comme, Ouais, Annie a fait preuve d'une froideur et d'une. Mais je l'ai pas trouvé. D'un sang-froid, je veux dire. Ouais, moi, je l'ai pas du tout trouvé froide. Non, En non, fait, pas froide. j'ai trouvé que, comme moi, un peu, elle se retenait de rire, même. Là, Ouais, comme elle un était peu en comme, mode. Tout est comme ça tout va va être aller. correct. Je là, t'aime comme- quand même. Oui, Elle c'est l'a ça. pris en comme charge je- pareil. Ouais, vraiment. Exactement. Fait que c'est un petit truc qui a été cocasse. Parlant d'Annie et Damien, il était super cute en voyage. Là. J'ai trouvé là, dans leur voyage en Allemagne pendant le Oktoberfest, l'affaire qu'ils ne savaient pas que ça existait, ça m'a fait rire aussi. Les activités le fun qui impliquaient pas de via ferrata ni de brûler du gaz, comme des ficelles l'ont indiqué, tu sais, l'espèce de toboggan qu'il fallait monter. Puis l'espèce de truc qui tourne, puis là, faut pas tomber, que Annie a gagné d'ailleurs. En tout cas, c'était cocasse. Ils ont pas dormi ensemble, ce que beaucoup de gens ont souligné aussi. Bon, Ben, je veux après... dire, c'est cohérent, là. comme- C'est cohérent, exactement. C'est le mot qu'on dit. Après ça, je veux dire, moi aussi, j'ai été quelqu'un qui, longtemps dans ma vie, je voulais pas faire chambre commune, dans le sens avec des hommes qui me plaisaient, pas parce que j'avais peur de leur sauter dessus, mais parce que justement, je voulais pas que quelque chose arrive nécessairement dès le premier soir. Mais c'est vrai que là, je me dis, avec le peu de fois qu'ils se voient à OD, ça aurait peut-être été cool qu'ils puissent au moins parler ça aurait la été- nuit, tu sais, tout ça. Je veux dire, je pense pas que c'était vraiment une option. En tout cas, je vais pas rentrer dans le terrain glissant de Damien et sa religion, mais je veux dire, ça se pouvait pas. Là. Il aurait jamais pu. Je veux dire, il prône quand même de pas tenter d'aller en voyage. Il dit Oui, à des c'est ça, couples sur selon TikTok, ses vidéos. allez pas Ouais. en voyage ensemble parce que comme vous allez tenter un peu le diable entre grosses guillemets. C'est ça, nous, mais on le comme- savait pas, mais semble-t-il que it's a thing. De pas tenter, comme tu Fait que dis. j'imagine que lui-même allait pas se mettre dans une posture où il allait comme s'auto-tenter, je sais pas, mais C'est comme le C'était contraire. pas très surprenant. Non, moi j'ai zéro été surprise. Le contraire m'aurait extrêmement choquée là, Ouais. qu'il aurait proposé ça. Mais pas choquée dans le sens que. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire, mais. Tu continues de prêcher par l'exemple. Là, Oui, aussi, c'est là, ça, Quand il tu as des faut- plateformes. Là, Exactement. donc, Si c'est ça. C'est cohérent, C'est comme ça. tu l'as dit. Unpopular opinion. Matisse grew on me. Mais. Attends. Quand il a fait son appel, mais ça me touche tout le temps, les appels aux familles, là, dans les semaines. Mais là, il parlait avec sa sœur, puis il a l'air d'aimer tellement sa sœur, puis d'être tellement admiratif de sa sœur. Puis, the bar is on the floor, là, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé ça adoucissant. C'est quoi le mot? Attendrissant. Adoucissant, comme un bon fleecy. Je le trouve doux. Il fait des crêpes en cœur. Je sais pas. Je l'ai trouvé des crêpes roses pour Cindy. Je dis pas que je le daterais. Non, Il mais pourrait je être veux mon dire, moi, fils, là, Mercure est en mais- rétrograde, là, fait que j'imagine que c'est pour ça que tu dis quelque chose comme Non, ça. au mais micro, il est clueless, mais il sert à rien, mais il nuit pas à Cindy, mettons. Il lui fait pas du mal. Contrairement à toutes les autres dudes, j'ai l'impression. C'est pas un Avec leur stratège. girl. C'est pas un stratège aussi, peut-être. Mais quoi, en tout cas. Bon, c'est sûr, après, quand il a dit la phrase, j'ai découvert que Cindy était drôle jusqu'à ce moment-là. Je pensais qu'elle était pas vraiment drôle. Bon, là, j'ai fait.
Bon, là, Mathis, tu t'aides pas, là. Comme j'essayais de te défendre. Et en tant que femme humoriste qui se bat tous les jours contre le boys club dans son milieu, fuck you, Mathis, finalement. Shout out à JP qui, tu sais, Death Taxes, puis une quote vraiment drôle de JP par semaine. Elle a dit: j'étais un peu mouillée, mais j'étais dans l'eau, fait que ça paraissait pas. Ça, c'était merveilleux. J'ai tout aimé. Sa meilleure quote, c'est les sables, c'est le climat. Son climat à lui, c'est les sables mouvants. Oui, J'ai tellement ri, là. Le petit effet sonore m'a fait beaucoup rire. Oui, ça aussi. Oh mon Dieu, une le machine à climat quote. des sables mouvants, incroyable. J'ai tout aimé. Parlant d'expression, il y a Béatrice qui a utilisé la, j'ai envie de dire, désuète expression Bros before hoes. Je pensais que c'était resté en 2004, genre dans l'émission Entourage. She's gonna learn so much dans son bac en sexualité. Oui. She's gonna learn so much. Je lui souhaite. Il y a une Fisaloune qui a dit exactement ce que j'ai pensé à ce moment-là. Elle a dit qu'elle préférait fries before guys. C'est une phrase que j'utilise beaucoup. J'ai déjà aussi vu rice before guys pour les amoureuses de riz comme moi. Et de patates. Je sais pas comment départager, mais j'aime beaucoup le riz. Fait que j'aime beaucoup Rice Before Guys. Voilà. C'est aussi cette semaine que JP et Max ont eu leur maison de l'amour. Oh que JP a qualifié de meilleur sexe de sa vie. Let's go, Maxime! À Béatrice. Et que Béatrice a fait: ah, moi aussi! On y a tous cru. Oui, je vais en reparler dans ma OK, tu chronique. vas en parler, parfait. Et on a su la destination du voyage final. Ce sera au Chili. Tant de débordements possibles, mais ça, c'est tout le temps possible avec les candidats d'OD, peu importe où est-ce qu'ils vont. Mais j'ai trouvé ça cool qu'on a vu l'espèce d'enthousiasme de Damien qui disait comme: ah, l'espagnol, c'est ma langue maternelle, genre j'ai trop hâte de pouvoir la parler. J'ai trouvé ça cool. Il y a quelqu'un, je pense que c'est Simon, sur le thread de la semaine, parce que là, maintenant, on fait un thread du dimanche sur notre page Facebook, mais je fais aussi un truc qui s'auto-alimente. Là, moi, j'ai pas le temps de checker ça la semaine, mais les gens vont commenter. Puis Simon était comme, je pense qu'il dit quelque chose genre, je suis quand même surpris qu'il savait que c'était pas juste un plat, comme un repas. Ouais, la barre est basse là, pour les candidats d'OD, effectivement. Mais parlant de fil de la semaine et du week-end, je voulais relever mes commentaires préférés. Alors, Fisaloune Cléo qui a dit: je suis un peu convaincue que même si Sébastien était allé à la table, parce que Sébastien n'était pas à la table de délibération, bien sûr, Arnaud aurait quand même réussi à le persuader de se mettre lui-même dans l'enveloppe. C'est à ce point-là que je vais en parler dans ma chronique, là, mais que Arnaud tire les ficelles. Il y a Fisaloune Mylène qui a dit: coudonc, Arnaud s'est pas rendu pour Judge Judy. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Il y a Fisaloune MP qui a dit: Seb pue de la personnalité. Je pensais que t'allais dire qu'il puait du bas. Non, mais non. On va pas là. On le sait pas. On est pas là. Mais pue de la personnalité, je trouve que ça vient encapsuler. Pas bon. Exactement. Ça goûte, ça sent pas bon. Fisaloune Catherine qui a dit: fuck Sébastien. C'était la première fois que j'ai entendu ça. Sébastien et Arkno. Je choisis Vladimir de la princesse astronaute. C'est venu chercher quelque chose dans ma nostalgie enfantine. C'est clairement la personne qui a fait un commentaire. Tu penses? Ben oui. Parce qu'ils ont annoncé à Télé-Québec, tu sais, là, ils annoncent qu'il y a plein d'émissions jeunesse qui vont repasser sur les plateformes de Télé-Québec. Puis là, ils ont annoncé Pimpon il y a quelques mois. Puis là, ils ont annoncé La princesse astronaute. Oh, wow. Puis là, j'ai commenté, parce que moi, La princesse astronaute, c'était mon émission favorite, genre, mon Dieu, m'offendre. Puis là, la personne, elle a répondu quelque chose comme... en tout cas, clairement, la personne était une Ficelloune oui, qui gère un commentaire de Arkno même, je pense carrément, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on a fait, OK, la personne qui gère les réseaux sociaux de Télé-Québec est une Ficelloune. Yes. On la salue. Tout ça, si elle pouvait amener ça à Emmanuel Bilodeau. Ça me ferait ça. C'est ça son nom? Oui, oui. Emmanuel Bilodeau, voilà. Vladimir. Ficello Simon, dont on parlait, là, que là, on essaye de pas le citer à chaque épisode pour pas faire des jaloux, mais moi, je pense que Simon, il se force. Là. Il écrit, là, il fait des V1, des V2 avant de publier sur le thread là, pour être sûr qu'il y a son meilleur stock. Fait que Ficello Simon a dit, quand Sébastien et Béa ont quitté, un petit pas pour OD, mais un pas de géant pour les Ficello, Ficelloune et Ficelloune Maria d'écrire aussi We did it, Joe. Fait que voilà pour mes faits saillants de la semaine. Oh, merci. Fait que là, Amélie, pars-nous ça avec ta chronique de la semaine. En fait, c'est parce que, je sais pas si vous avez remarqué, OK, c'est parce que j'ai écouté l'épisode en retard cette semaine, puis là, je vous écrivais en même temps, puis j'étais comme, mais mon Dieu, j'ai l'impression que cette année, l'expérience est très
immersive dans l'intimité des candidats avec les close-ups sur les French. Là, ils nous ont tous sacré les couples qui ont habité ensemble soudainement. Puis j'ai trouvé qu'on assistait à beaucoup comme d'intimité soudainement. Je me sens comme s'ils nous donnaient un casque VR. Oui. Qu'on était dedans. C'était très étrange. Je sais pas si là, je reviens à la première chronique de l'année avec Mounir, maire de Laval, qui avait parlé de ça. Je sais pas si c'est comme les Gen Z au montage qui ont décidé on adopte une nouvelle avenue dans le montage, mais comme moi, j'ai trouvé qu'on assiste aussi à des choses, à des moments comme trop intimes. Genre, je me sens un peu comme... voyeuse un peu là. Les discussions justement crues sur les moments sexuels comme tu parlais tantôt, qui des fois sont même accompagnés des extraits dans les maisons de l'amour, avec une Béatrice qui, selon moi, quand Julie Pierre parlait de ça, qui a performé là, ah oui, c'était tellement bon, moi aussi, avec descendre d'une coche là, comme qui dit ça de même dans la vie à ses chums de filles, tu sais. J'étais comme, j'ai tout haï, comme puis on a même vu, surtout en fait c'est ça qui a été l'élément déclencheur pour moi, on a même vu le couple Mathis Cindy se frencher langoureusement dans un lit à côté d'Arnaud et Lauriane qui faisaient comme la même chose dans le même plan de caméra. Puis Damien qui était comme oui. Oh, I'm out. Puis moi j'étais comme moi aussi, pourquoi vous me forcez à regarder, comme j'ai pas, c'est ça, comme tu dis là, c'est comme on se sent presque dans la pièce avec eux, puis comme moi je me suis demandé mais voyons, comme c'est trop, qu'est-ce que j'étais en train de regarder, puis pourquoi je continue de regarder ça, comme j'étais un peu fascinée honnêtement, mais aussi un peu dégoûtée. Comme, je sais pas presque trop. de la porn, là. Ben, ça porn, filait comme... Ça filait que j'aurais pas dû être en train de regarder ça. Comme, je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... Cette semaine en particulier, de proximité physique puis des échanges. Tu sais, même des couples qui se chuchotent dans l'oreille. C'est quasiment du ASMR parce qu'ils vont essayer... Hey, Arnaud, à un moment donné, il chuchotait à Lauriane dans l'oreille quelque chose. Puis là, j'étais comme... Pourquoi? C'est comme... mouillé. Oui, tu sais, comme... Fait que j'ai... Non. Fait que là, après ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est même vraiment leur intimité qu'on voit? Parce que, tu sais, on peut partir de la prémisse qu'à OD, ce qu'on voit, c'est une représentation de l'intimité. Tu sais, c'est sûr qu'ils sont un peu dans la performance. C'est une intimité qui est montée, qui est mise en scène, mise en musique. Il y a même des effets de montage qui nous font rire, tu sais, dans certains moments, quand les premières fois, surtout qu'il y avait des rapprochements, tu sais, avec les espèces de... Les monteurs ont du fun, là, tu sais. Fait que là, je me suis posé la question, tu sais, on peut comme difficilement passer à côté du male gaze quand on parle de ça, quand on regarde des extraits comme ceux de dimanche. Le male gaze, là, on a déjà fait des chroniques là-dessus officielles, mais mettons, pour juste un petit rappel, là, c'est le regard masculin de la caméra. Là. C'est un terme qui a été inventé depuis les années 70 par une dame qui s'appelle Laura Mulvey pour parler d'un regard qui transforme les femmes en objets de désir visuel. Puis là, j'ai lu, même dans leur moment de vulnérabilité, il y a comme une couche de plus qui est comme, oui, les femmes sont toujours transformées en objets de désir, mais encore plus quand ils sont comme vulnérables. Puis je trouvais que c'était intéressant pour OD parce que, ben oui, là, c'est un regard de male gaze. On sait que la prod, il y a beaucoup de gars qui collent les shots dans la prod à OD. Fait que, tu sais, mais les filles à OD, ils vivent beaucoup d'émotions intenses, tu sais. Mais ils sont quand même sexualisés à travers les plans, tu sais. On va voir souvent dans des confessionnals, ils vont les amener en bikini en train de parler de certaines choses, tu sais. Ils vont quand même les mettre en scène pour qu'on voit, qu'on ait accès quand même beaucoup à leur... plans on en a parlé au début de la saison, tonton aux fesses. Oui, c'est ça. Beaucoup. Ouais. Puis dans les mêmes années que la théoricienne du male gaze, il y a un autre monsieur, John Berger, qui disait que les femmes apprennent à se regarder en train d'être regardées. Let that sink in, là. Comme on apprend à se regarder en train d'être regardé. Fait que c'est dur d'imaginer en fait que c'est pas ça qui se passe à OD en ce moment. Moi, je pense que c'est sûr qu'ils performent une intimité qui est comme consciente d'elle-même. T'sais, ils se savent observer. Ils savent, c'est sûr, ben, je veux dire, ils disent là, des affaires comme Arnaud, le Québec, c'est pas mieux que moi, comment mon couple va. Mais comme le Québec, au final, c'est lui qui colle la shot. Fait que j'ai pas tout compris pourquoi on dirait qu'il tasse de côté le fait que c'est quand même important que le Québec aime ton couple. Mais bref, ça, c'est un autre sujet de chronique. Mais je pense qu'ils peuvent pas penser que le Québec sont en train de les regarder se licher les amygdales. Fait que même dans un moment comme les maisons de l'amour, ils peuvent pas complètement évacuer le fait qu'ils sont en train d'être filmés, qu'ils savent, qu'ils sont... Puis qu'éventuellement, ils vont être commentés, analysés, pas juste par nous, là, par comme plein de monde, puis peut-être même qu'ils peuvent devenir des mimes sur les réseaux sociaux. T'sais, comment on fait pour être complètement authentique avec quelqu'un quand on sait que quelque part ailleurs de ce moment-là, il y a comme
quelque chose qui existe à propos de nous. Je sais pas. En tout cas, c'est ça qui m'a habité toute la semaine en regardant les... Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Je sais pas si dans l'intensité, tu gardes, par exemple, cette hyper-conscience-là. Parce que clairement, tu sais, puis on l'a vu au fil des saisons, tu sais, plus ça avance, plus les candidats sont hyper conscients de la game, des mécanismes, des stratégies, puis du fait que, justement, ils sont filmés tout le temps. En même temps, quand tu te retrouves dans cette bulle-là hyper épaisse d'une production comme ça, je sais pas à quel point tu continues à réaliser que le monde autour de toi continue d'avancer. J'ai aucune idée, honnêtement. Et que donc, que les caméras sont des fenêtres et des miroirs de ce que tu es en train de vivre, t'sais. Parce que tu perds un peu, puis j'y reviendrai, mais tu perds un peu la notion du reste du monde quand tu es pris dans une bulle comme ça, je pense. Bien, en fait, ça fait un peu lien avec ce que j'allais dire parce que moi, quand je les regardais frencher goulûment hier sur le lit puis le Damien qui avait comme « nope », je me suis comme questionnée sur la notion du consentement même. Je me suis demandé, est-ce que, tu sais, on peut vraiment consentir librement à montrer son intimité comme ça dans un contexte où c'est comme littéralement la condition préalable pour exister à l'écran. Puis là, Damien puis Annie sont possiblement les premiers candidats depuis genre Caroline et son boy à Blainville qui ont refusé de frencher à Paris parce qu'ils voulaient pas s'embrasser devant les caméras. Genre, moi, j'ai souvenir que c'est arrivé une fois dans toute l'histoire d'OD. Mais comme puis Damien puis Annie, ils frenchent quand tu sais, je veux dire, ils s'embrassent quand même, mais eux, ils sont très pudiques, mettons. Puis il y a des gens sur le thread aussi qui disaient que c'était intéressant de voir un couple qui se... qui présente pas qui présente pas complètement son amour de la même façon. C'est ça, son amour de la même façon, mais ça reste que pour aller à OD, tu sais, particulièrement cette année, je pense qu'ils ont choisi des gens qui étaient extrêmement willing d'être comme sexualisés puis d'être mis en scène puis de devoir se montrer comme dans l'intimité. C'est sûr que ben oui, tu sais, je veux dire, ils signent un contrat, on le sait, là, fait qu'ils savent c'est quoi la game OD, mais je sais pas si je me suis questionnée à savoir est-ce qu'ils mesuraient vraiment ce que ça veut dire, mettons, d'exposer leur corps comme ça, leurs émotions, leur vulnérabilité à des centaines de milliers de personnes. Tu sais, Julie Pierre qui arrête pas de niaiser, grand-maman, écoute, je n'aurais pas fait ça avec Maxime, alors qu'elle a fourré, là. C'est vraiment le mot, là. Je m'excuse, là, mais elle a fourré. Good for her, là, mais... Puis, tu sais, quand la prod, il essaie aussi de cadrer un moment intime, tu sais, est-ce qu'il respecte, mettons, la limite entre là, ça, c'est un être humain, puis nous, on veut donner un spectacle? Comme, est-ce que c'est éthique? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Comme, c'est quoi la limite éthique, mettons, ou est-ce qu'ils vont la franchir comme délibérément pour capter qu'est-ce qu'ils pensent que les spectateurs, spectatrices, ils veulent voir, tu sais. Puis après ça, je me suis dit, mais c'est vraiment ça qu'on veut voir? Je sais pas. Tu sais, moi, je dis tout le temps, j'aime ça les moments humains, mais moi, je parle plus de comme des discussions ou comme des moments où pas des white tears, là, tu sais, mais tu sais, des moments touchants, des choses comme ça, comme toi, t'aimes beaucoup les moments belles, tu sais, comme que tu disais. Mais moi, c'est ça que je parle quand je dis c'est le fun d'avoir des moments humains ou comme j'aimerais ça avoir des conversations touchantes qui sont sincères, pas nécessairement... Ouais, ben, tu sais, puis je suis pas une personne prude pantoute dans ma vie, là, vous le savez, mais on dirait que j'étais comme, wow, c'est beaucoup le dimanche. Là. Ben, je trouve que c'est, encore une fois, cohérent avec l'espèce de tendance too hot to handle, show Netflix, machine à saucisse, là. Comment c'est ça qu'on dit ça? Usine à saucisse. Usine à saucisse. Machine à saucisse. Usine à saucisse de comme, non, c'est pas des êtres humains, c'est juste des produits, les gens vont rire d'eux, les gens vont aimer le fait qu'ils sont complètement dans la montée de la droite, tout ça, puis on va laisser ça vivre de même parce que ça me fait peur du cash. Ben merci. Est-ce que tu fais le lien? Parce que ma chronique s'en va un peu dans tous les sens, mais en faisant des recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'avait dérangé, j'ai lu des citations d'une sociologue qui s'intéresse à l'amour. Là. Elle s'appelle Eva Illouise. En tout cas, j'espère que j'ai pas massacré son nom. Puis, ben, elle explique que justement, le capitalisme a transformé nos émotions en produits. Comme tu viens de le nommer parfaitement, que comme... qu'aimer aujourd'hui, ou en tout cas être en relation, c'est aussi performer. Puis que la sincérité, ça devient un peu un argument de marketing. Fait que je trouvais que c'était vraiment on point pour Occupation Double parce que, tu sais, c'est un peu ça le cœur d'OD. Quand même, là, l'amour, tu sais, c'est brandé comme une expérience de marque quasiment. Tu sais, des voyages qui sont sponsorisés, des décors qui sont un peu comme parfaits, bien placés, avec des placements de produits pour qu'on voit le bord de la Abitibi en arrière-plan, tu sais. Et Oktoberfest, présenté par la Abitibi. J'espère vraiment qu'ils ont pu boire une vraie bière allemande. Mais tu sais, l'intimité, c'est plus vraiment un espace privé dans un contexte comme OD, ça devient carrément du contenu. C'est comme, ça m'a fait penser aussi, là, je suis allée loin, OK, dans ma chronique, là, j'ai une grosse... Je suis allée loin dans ma tête, mais c'est comme toutes les... Des fois, je scroll sur TikTok, comme tu m'as vraiment vendu à TikTok. Fait, je scroll, puis là, je vois, mais mon algorithme n'est pas encore au point. Je vois, mettons, des Reels ou des couples qui se mettent en scène.
tu sais. Ouais. Des couples d'influenceurs qui se mettent en scène. Puis, ben, plus que ça file comme authentique, plus que ça fait de clic. Fait que là, je me dis, ben, c'est un peu la même chose avec OD. Plus que leur intimité, on a l'impression, plus que les spectateurs-spectatrices ont l'impression d'avoir accès à leur vraie intimité, plus que les gens vont continuer de consommer OD, comme je sais pas, tu sais. Mais moi, je trouvais que c'était trop, là. Comme je les regardais ce Frenchie, puis j'étais comme, moi, j'ai pas consenti à ça. En tout cas, si eux, ils ont consenti, moi, maintenant qu'il y a plus comme tant de stratégie, que les couples se matchent, puis tout, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de nous montrer tout ça to this extent? Tu sais, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Je comprenais pas le plus-value, puis je voulais que tout le monde parte. Donnez-nous des nouveaux couples. Je Pensez avec votre ASMR de langue. Avez-vous eu cette impression-là depuis le début de la saison que ça va trop loin au niveau de... C'est parce que moi, j'ai la mémoire de Doris dans Nemo, fait que j'arrête pas de me demander si c'est-tu de même à chaque année, puis je m'en rappelle pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont soulevé que c'était peut-être pire cette année que les autres années. Mais oui, moi, tout ça m'écoeure. Mais, en fait, pour conclure, j'ai lu aussi un truc par rapport au male gaze au début de mes recherches. C'est Bell Hooks, qu'on a parlé la semaine passée, qui propose qu'elle nous invite en fait à développer un regard critique. Elle dit en gros que quand on nous montre des images, il faut se demander pour qui elles sont faites puis qui elles servent, ces images-là, pour comme essayer de déconstruire un peu... tout ça. Puis moi, j'ai vraiment l'impression qu'à OD, même les scènes qui sont en ce moment comme intimes ou comme qui nous montrent, comme qui nous brandent, comme les couples comme étant des vrais couples pour un peu encourager la méritocratie, bien, ils sont vraiment là pour influencer le vote final, là, pour faire un bon show. Moi, je les sens semi-sincères. Là, comme Béatrice qui essayait de vanter les prouesses sexuelles de Sébastien, là, on y croit pas tant tout le temps, tu sais, à leur performance. Puis, je vous dis pas qu'on devrait pas regarder ces scènes-là. Là. J'ai écouté l'émission moi aussi. Je me questionne juste pourquoi. T'sais, pourquoi ils sont allés là cette année? Pourquoi ils ont décidé de nous montrer de la sexualité d'une manière aussi comme décomplexée, sans nécessairement faire de travail ou préalable? Genre, on dirait que c'est comme faussement woke de comme démocratiser la sexualité comme ça d'une manière choquante. Comme, je sais pas, j'ai pas... Tu sais, après ça, moi, j'ai même fait un parallèle. Puis je conclue là-dessus, Gab, avec toi pas. Mais parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps aujourd'hui pour enregistrer. Mais je me demandais même comme... Tu sais, mettons, je vois souvent des reels qui disent comme quand vous datez une nouvelle personne, ben là, est-ce que si t'as pas soft launch ta nouvelle date sur Instagram, est-ce que tu dates vraiment cette personne-là? Genre, tu sais, le fait de comme exposer des pans de sa vie intime, tu sais, est-ce que... Là, à OD, ils font ça comme fois 40 000. Ils ont comme pas le choix. Là, ils sont en train de rencontrer une nouvelle personne qui veulent potentiellement dater. Puis nous, on voit tout. On va avoir tout vu. Ils peuvent pas comme cultiver un peu leur jardin intime. Mais en fait, c'est parce qu'à ce moment, je me questionne beaucoup aussi sur comme mon rapport aux réseaux sociaux. Puis je pense que dans les dernières années, je me suis rendue vraiment accessible sur Instagram. Puis là, j'essaie de mettre des limites. Je ressens comme peut-être un petit peu plus de pudeur à partager des choses aux gens. Puis je me dis, mais eux autres, my God, genre, comment tu rattrapes ça après? Comment tu reviens dans ton couple, comme dans une vraie intimité? Comment tu fais pour cultiver ça quand ton couple est starté devant comme des milliers de téléspectateurs où tu as dû performer comme... d'être comme ensemble sous les caméras. Bref, ça me fascine. Peut-être qu'un jour, on recevra une personne qui a été à OD qui pourra nous expliquer comment ça marche. Ou dans une télé-réalité en général. Oui, c'est ça. Parce que encore plus quand je suis sur le dating. Je me dis que le vrai geste féministe, en fait, peut-être, c'est de résister à cette logique de devoir tout le temps tout montrer de nous puis partager des choses privées juste pour le fun. T'sais, peut-être que revendiquer le droit comme au non-dit puis à des moments qu'on partage pas. Mettons, moi, mon ex, il aimait vraiment pas ça figurer sur mon Instagram. Ça l'intimidait beaucoup d'exposer sa vie privée à des gens qu'il connaissait pas, tu sais. Puis là, ben, mon presque nouveau chum, ben, je le pose pas vraiment non plus. Puis c'est pas parce qu'il veut pas. C'est juste qu'on dirait que je suis comme, ben, tu sais, c'est-tu vraiment nécessaire que les gens voient sa face? Puis ben, c'est ça. Fait que peut-être que les candidats d'OD vont réaliser dans le chalet, quand il y aura plus de caméra, que c'est pas ça que c'était pantoute, qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était, là. Fait que, ouais, je me questionne un peu là-dessus. Je sais pas. Puis je sais qu'il y a plein de nuances à ça, puis il y a plein de facteurs qui expliquent que one does s'inscrire à OD. Mais justement, tu t'inscris à OD, tu le sais que tu vas dater à ciel ouvert. comme tu veux être discret et subtil, ça marche pas, c'est pas cohérent avec s'inscrire à OD, tu sais, comme... Mais en même temps, ça va tellement plus loin que les autres années. Ouais. Moi, c'est vrai qu'il y a une trouve, culture qui a changé, cela dit, avec les Too Hot to Handle, justement, où, tu sais, on a comme tout monté d'un cran,
autant pour le public qui s'est habitué, qui a développé aussi un appétit pour ce genre de contenu-là, que pour les candidats qui décident. J'ai écouté le dernier, puis j'ai écouté le premier épisode pour essayer de me remettre dans le bain. Puis le premier épisode était vraiment calqué sur, justement, là, séduction au soleil ou je sais plus. On est vraiment comme dans un autre type de télé-réalité que ce qu'on a. Oui, c'est ça, exact. Par rapport à ce qu'on avait vécu dans les dernières années. Belles observations. Oui, ça m'a choqué. Ben, pas choqué, mais vous comprenez que juste ça m'a brûlé. Ouais, ça m'a. It was a lot. It was too hot to handle. Oh! Emna, peux-tu nous partager ta chronique cette semaine sur les mâles alpha? Oui, j'ai un breaking news pour vous. Arnaud est un mâle alpha. Mais pas dans le sens d'Andrew Tate mâle alpha ou gars du Lucide podcast mâle alpha, mais dans le sens de chimpanzé. Alors, je m'explique. Dans l'émission de dimanche, j'ai eu un peu peur pour Annie Damien parce qu'à un certain moment, c'est le couple qu'Arnaud disait vouloir éliminer. Puis, puisqu'il a changé d'avis aussi souvent dimanche qu'il a coupé la parole à des femmes depuis le début de l'aventure, j'étais comme inquiète parce que cette élimination-là, on l'a toute constaté, c'était l'œuvre d'Arnaud. Ben oui. Dès qu'il a décidé que c'en était fini pour Sébastien, probablement parce qu'il voyait son couple comme une menace ou quelque chose du genre, ben c'était terminé. Puis, c'est pas la première fois qu'il, comme je l'ai dit tantôt, tire les ficelles depuis le début de cette saison. Ce qui lui a valu, dans notre thread du dimanche sur TikTok, un peu partout, même sur les réseaux sociaux en général, le titre de mâle alpha. Mais, selon un article de la journaliste scientifique québécoise, que tu connais peut-être, Gabrielle, Kathleen Couillard? Oui, me fait signe de oui. De l'agence Science Presse, une vraie source cette fois-ci. Le concept de mâle alpha qui nous vient des animaux n'est pas toujours bien compris. Alors, permettez-moi de vous dire qu'en zoologie, OK, on va là aujourd'hui, l'idée qu'un individu puisse dominer complètement son groupe n'est pas nouvelle. En 1802 déjà, l'entomologiste suisse Pierre Hubert avait déjà développé le concept de relation dominante en observant, attention, les bourdons. Bon. OK. Je pensais pas que non, moi non plus. Après ça, en 1921, il y a le zoologiste norvégien Thorleif Skjelderup Ebbe, mon norvégien n'est pas à point, je m'excuse, avait décrit, lui, comment certains poulets avaient un accès privilégié à la nourriture par rapport aux autres de leur groupe. Ça, c'était de l'alphaïsme, voilà. Et en 1947, finalement, c'est Rudolf Schenkel, un spécialiste du comportement animal, qui a introduit... Je sais, c'est assez absurde, mais c'est bien d'avoir du backstory. Okay. Certainement. Il a introduit le concept du mâle dominant, ou donc de l'animal alpha, dans sa description des relations d'une meute de loups en captivité. C'est souvent à ça qu'on pense quand on dit mâle alpha. Finalement, des études ont démontré que c'était pas tant de même que ça fonctionnait dans les meutes de loups, mais bon, le concept a plus tard été transposé chez les primates. Et c'est ainsi qu'en 1982, le primatologue, oui, c'est un titre, Frans de Waal a popularisé le terme mâle alpha dans son livre Chimpanzee Politics, Power and Sex Among Apes. J'étais crampée en écrivant ma chronique, mais j'aime ça que ça donne du background. En tout cas, chez les primates... Ah non, c'est intéressant. Chez les primates, donc, le mâle alpha n'est pas nécessairement le plus fort, mais plutôt celui qui parvient à former des alliances avec les autres mâles. Tellement de liens. Tellement. Et à gagner le soutien des femelles. Et pour devenir mâle alpha, un chimpanzé doit se montrer très généreux en partageant sa nourriture. Et en s'intéressant... En faisant des crêpes en cœur. En s'intéressant aux petits des femelles. Arnaud est proprio de restaurant. Je vais juste laisser ça ici, OK? Ça fit. Bon. Une fois en place, le mâle alpha doit ensuite garder ses alliés heureux et s'assurer... Oui, je sais, parce que là, on imagine Arnaud manger des bananes, je sais pas. Il doit garder ses alliés heureux et s'assurer que de nouvelles coalitions menaçantes pour sa position ne se mettent pas en place. Oh boy. J'étais genre, mais c'est la vie d'Arnaud à OD. C'est comme quand il a dit, tu sais, là, à un moment donné, je me souviens plus si c'était à la table de Libération ou pendant le souper, mais quelqu'un a dit « Ah ouais, Julie-Pierre, elle voulait t'éliminer la semaine passée, tout ça, comme pour la stauler. » Je pense que c'était Julie-Pierre. Je m'excuse si ma mémoire est déformée. J'ai pas trouvé l'extrait après. Mais puis là, Arnaud, il a répondu comme « Ben moi, je le savais, votre plan, il a duré comme 5 secondes. » Tu sais, c'est comme lui, là, unfazed, OK, by it. Chez les chimpanzés, OK, De Waal
observe que pour maintenir l'harmonie au sein du groupe, les mâles alpha prennent aussi souvent la défense des singes qui sont en marge du groupe. Une étude sur les chimpanzés publiée en 2010 a observé que les mâles alpha sont ceux qui vont consoler les membres en détresse. Moi, je pense à Mathis. Des fois, quand je lis ça, tu sais, comme Arnaud, il va jeter devant l'autobus son best buddy, entre guillemets, Anthony, mais Mathis, là, c'est comme son petit bébé qui personne doit toucher à Mathis, OK? Pour le protéger, partager sa nourriture avec, je sais pas. Et selon des études, OK, lorsqu'entouré de femelles primates, le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress chez les chimpanzés mâles, augmenterait, surtout chez les mâles dits alpha, ce qui suggère qu'ils deviennent particulièrement compétitifs en présence de femelles. J'oserais jamais comparer les filles d'OD à des primates, OK? Mais ça confirme quand même ce que je dis. Arnaud est un chimpanzé, OK? Bon, j'adore jusqu'à présent, parfait. Fait que voilà pour la partie zoologie. Maintenant, le volet sociologie, OK? Mon rêve dimanche, c'était que tout le monde s'entretue pendant 2 heures à savoir s'il allait éliminer Sébastien, Mathis, Damien, mais ça finisse par un putsch contre Arnaud, OK? Mais bon, je l'ai prédit sur le fil de discussion que ça allait jamais arriver because patriarchy is one hell of a drug, OK? Et c'est ça qui mène le monde, bien sûr. Je vous avoue, ça a été dur de trouver des sources fiables et balancées pour parler de mâle alpha d'un point de vue sociologique parce que dès que tu tapes mâle alpha dans une barre de recherche, ça doit être un cauchemar. Ça t'amène immanquablement vers des sites web de croissance personnelle masculins, OK? Puis genre des genres de blogs du genre « How to be the alpha male in your friends group ». T'as fucké ton algorithme. Hein? J'ai fucké mon algorithme pour toujours. Mais j'ai essayé de trouver des articles ou des études qui pourraient démontrer pourquoi certains hommes pas alpha laissent d'autres hommes alpha les mener par le bout du nez. C'est intéressant, ça. Mais là, comme Anto qui plie comme une planche à repasser de Carnot respire, ou Max qui le confronte jamais, ou Mathis qui rêve sûrement que Carnot lui brosse les cheveux puis lui masse les mollets lisses. Et Seb qui, jusqu'au dernier moment, avant son élimination par Arnaud, disait des choses comme « Arnaud, c'est mon boy. Je suis juste pas capable de le mettre dans l'enveloppe. Je pense qu'il va avoir mon bac, peu importe, puis moi, je vais avoir son bac. » Même si ça moi j'ai de la misère là. Il fallait que je revienne en arrière. Je pensais que j'avais mal écouté la première fois. J'étais comme, il était en train de dire je l'haïs mais je veux aller avec lui en finale. C'est ça, mais c'est ça que Julie Pierre lui a comme mis dans la face. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose là-dessus, malheureusement, mais je suis quand même tombée sur Jennifer Jacobson Schultz, une travailleuse sociale américaine trouvée sur le web. Ça veut dire que j'aurais juste pu te le demander à toi, Amélie. Non, je ne suis pas travailleuse sociale encore. Okay, les gens là, à l'époque, elle est allée à l'université. Elle est allée à l'université, c'est vrai. Ben, elle a fini sa licence à l'université. 4 cours, un stage. Ça s'en vient. Bientôt, tu vas pouvoir te citer dans mes chroniques. Alors, elle suggère 9 traits pour repérer un mâle alpha humain dans le dating. OK? Bon, alors, je vais les dire en rafale. La confiance, les habiletés de leadership, la régulation des émotions, l'affirmation de soi, un charisme inné, le fitness, le courage, l'ambition et des habiletés sociales plus élevées que la moyenne. Mais tout ça, c'est pas nécessairement négatif? Non. Mais ça m'a un peu gossé, justement, qu'elle parle de tous ces traits-là comme des qualités 100% du temps. Il y avait comme pas tant de nuances. Même surtout le fitness, qui est comme qui met la puce à l'oreille, qui est quelque chose de weird. En gros, elle disait que les hommes qui prennent soin de leur corps et de leurs muscles et de tout ça sont souvent vus comme des mâles. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis là. Aussi, là. C'est ça, ça a été dur de trouver des choses qui n'allaient pas dans ce sens-là. Mais quand même, plus tard dans son article, elle parle de 13 façons de dealer avec un mâle alpha quand t'es en couple avec. Puis là, c'est là que ça part Voici un toutes petit les peu... portes de sortie, les Ben, chums. Avec un mâle alpha. On dirait qu'elle voulait nuancer, balancer ses affaires, mais là, c'est parce qu'elle nous donne des conseils comme respectez vos différences. Non, j'aurais aimé ça. Respectez vos différences. Partagez les responsabilités avec lui, parce que tu sais, un mâle alpha, c'est un provider. Fait que là, faut pas que tu le laisses faire tout ça tout seul. Partage. Écoute leur perspective. Mais mon conseil préféré d'elle, c'était quand même seek professional help. J'étais comme oui. J'étais genre oui. Oui. C'est un peu J'étais comme bon. Mais là, désolée, Lauriane, si tu nous écoutes, mais si tu restes avec lui après avoir écouté les émissions, je pense que tu en auras besoin. Et j'ajouterais mon grain de sel personnel comme conseil. Dump his tattooed ass. OK, mais ça, c'était pas écrit dans l'article de Jennifer. Je conclurai avec une phrase que j'ai lue sur Instagram du compte My Voice, My Choice. Puis là,
comment on dit ça? Pas trigger warning, mais avertissement. Ça parle d'hommes violents. Je dis pas que c'est le cas d'Arnaud exactement, mais le fait qu'il soit persuadé d'avoir toujours raison puis qu'il impose constamment sa vision à tout le monde sans laisser les autres donner leur avis frôle quand même un petit peu une certaine forme de violence. Fait qu'appliquez la prochaine citation en conséquence. Alors, ça disait « Tous les hommes bénéficient des actions des hommes violents. Ça garde, là, c'est une traduction libre, ça garde les femmes droites. It keeps women in check. Ça permet aux hommes de ne faire que le strict minimum et être satisfaits d'eux-mêmes. L'existence des hommes violents permet aux, en guillemets, bons hommes de recevoir des trophées pour être un humain de base décent. Gentil. Et le patriarcat est un sport d'équipe. Fait que je blâme Arnaud, je blâme tous les gens qui laissent Arnaud faire, puis go les chimpanzés. Voilà. C'est ma chronique du jour. Mais là, on va peut-être continuer de rire parce que Florence, tu vas nous faire une belle comparaison entre OD et une campagne électorale. Oui, j'ai hâte. Oui, puis il y a plein de choses en fait qui vont avoir des liens avec ce que vous avez dit, c'est formidable. Fait que je me suis dit que j'allais vous parler de la seule affaire que je connais en ce moment, soit une campagne électorale, parce que ça résume pas mal mon automne. C'était ça, où vous parlez de conciliation, travail, famille. Ça aurait pu, ça aurait fait une autre chronique. Ça n'a pas super bien été, là. Ça ne fit pas avec une campagne électorale. On salue mon coparent qui a fait sa job. Donc, c'est ça. Tu sais, comme je disais, j'écoute plus OD depuis que je travaille en politique. Je m'en étais pas vraiment rendu compte, en fait, que j'avais arrêté. Puis, tu sais, j'y réfléchissais, puis je me disais, ça doit être à cause de l'intensité, tu sais, c'est un rythme de travail. Je travaillais dans un cabinet politique avant de sauter du côté de la campagne. Mais, comme je disais, je pense que c'était juste trop proche. Tu sais, je me suis rendu compte que je m'étais pas en tout cas, je m'étais pas assise devant l'émission pour poser justement cette deuxième lunette-là, tu sais, cette perspective-là politique qui, pourtant, est, ma foi, fort présente. Puis, ça permet de voir la game différemment. La game qui a beaucoup changé quand même là, dans les dernières années là, par rapport à ce que j'avais écouté en 2017. De dire, on est dans une autre affaire. Déjà, la game des influenceurs n'est pas la même. Mais aussi la manière dont, justement, chaque candidat, mais même, tu sais, je dirais, chaque personnage développe sa propre stratégie, développe aussi son identité publique à travers ça. Souvent, ils arrivent même déjà avec peut-être une perspective, tu sais, ce qu'ils veulent être comme joueurs dans cette grande game-là. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de m'y replonger avec les clés de compréhension que j'ai aujourd'hui. Fait que c'est ça. Comme j'ai dit, là, si vous voulez vous voulez comprendre comment fonctionne une campagne électorale, je vous invite à écouter Occupation Double. Même, vous voulez comprendre comment ça fonctionne la politique. Je peux pas parler des autres paliers parce que moi, je suis au municipal depuis 4 ans, mais si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, je vous invite à écouter Occupation Double. Puis ça parle autant des gens qui mettent leur face sur une pancarte, fait que les candidats qui aspirent à devenir élus, que des staffers qui sont moins connus, qui sont les gens qui sont dans les coulisses, les joueurs de l'ombre qui déploient les stratégies, qui les développent, qui développent les messages, les contenus, puis qui donnent, dans le fond, les outils aux candidats puis aux futurs élus pour qu'eux puissent faire leur job et faire quand même une partie. C'est quand même une belle pièce de théâtre, la politique. Fait que il y a quelque chose qui est plus évident, tu sais, que tout le monde à peu près peut lire, c'est les dynamiques de pouvoir. C'est une télé-réalité, mais en plus, c'est une télé-réalité de séduction. Donc, les dynamiques de pouvoir, elles sont hyper présentes, mais c'est une game de positionnement. Tu sais, tout le monde se définit par rapport à soi, par rapport aux autres. Il y a des campagnes de notoriété aussi qui se mettent en place tranquillement. C'est quelque chose qui existe en campagne électorale parce que les gens veulent se faire connaître, veulent se définir justement, tu sais, leur propre personnage, mais aussi contraster par rapport aux personnages qu'ils vont avoir devant eux. Puis l'objectif de tout le monde, ben, c'est de gagner. Tu sais, c'est un objectif qui peut être commun, mais ça peut être aussi un objectif individuel. On le voit aussi à travers les différents personnages, puis avec les rôles distinctifs qui se déploient puis qui s'activent. Fait que, il y a les stratèges, on en a parlé un petit peu tantôt. Ils sont très masculins, hein, de manière générale, là, autant en politique qu'à OD. Là, puis les stratèges, c'est ceux qui cookent.
une expression que je ne connaissais pas jusqu'à dimanche. Puis Colin, ça coûtait en tabarouette là, en fin de semaine. Fait que ça, c'est ceux qui planifient les prochains moves. C'est ceux, justement, qui s'occupent de réfléchir à ça va être quoi la prochaine étape, c'est quoi le message qu'on veut développer, comment on veut positionner l'autre aussi. Il y a une stratégie en politique qui est d'essayer de faire perdre du temps à ton adversaire ou de l'occuper minimalement à quelque chose qui n'est pas sa propre stratégie. Si vous avez suivi un peu les dernières semaines de la campagne électorale, c'est quelque chose qui s'est déployé de part et d'autre, selon les différentes équipes. Puis, c'est une stratégie qui existe puis qui te permet, en fait, de contrôler l'espace médiatique ou de prendre finalement ta place. Parce que pendant que l'autre s'occupe de comme ramasser un peu les pots, ben toi, en attendant, ben tu peux déployer ta propre stratégie et occuper l'espace comme tu le veux. Puis pendant que toi, tu t'occupes de ce que l'autre te fait faire, ben tu t'occupes pas de toi-même non plus. Tu n'es pas en train de regarder qu'est-ce qui pourrait se déployer autrement. Comment ça s'appelle déjà le rôle des personnes en politique là, qui disent certaines choses aux médias? Ça a un nom. Les attachés de presse. Oui, puis mais il y a un autre. C'est ça. Parce que mon amie, elle faisait ça avant, mais mais ça m'a... dans le sens de vraiment contrôler un message puis d'envoyer aux journalistes des trucs précis. En tout cas, c'est des radars. Oui, mais c'est du spin. Oui, c'est ça. On y vient. Là. Parce que c'est ça, il y a les stratèges, il y a les gens qui s'occupent des opérations puis de la mobilisation. C'est vraiment la base d'une campagne électorale. Hein. Les gens pensent qu'on gagne une campagne avec des idées puis du contenu puis une vision. Non, c'est pas comme ça qu'on gagne. On gagne en allant taper à toutes les portes. L'argent puis le vote ethnique, oui. Voilà. Oui, exact. Mais tu sais, on gagne en créant des alliances, en ayant les bonnes personnes derrière nous puis en s'assurant que ces gens-là finissent par sortir le jour du vote. Ce qui est fascinant avec OD, c'est que les électeuristes sont à la fois les gens qui participent et justement le monde. Les candidats. Oui, c'est les candidats, mais c'est aussi le reste du Québec. Puis c'est vrai que des fois, je pense, quand tu es pris dans ta bulle d'intensité, tu oublies que c'est pas juste une game avec tes amis qui sont autour de la table le dimanche soir, quand tu essaies de pour faire des éliminations, là, à terme, il y a du monde qui te regarde, qui eux aussi prennent des notes puis vont devoir faire un choix. C'est comme plusieurs games en même temps. Exact. Mais ça m'étonne qu'Arnaud soit pas plus conscient de ça. Je sais pas si c'est dans sa stratégie d'avoir l'air détaché du Québec. Je sais pas s'il s'est dit, moi, je vais pas jouer comme de manière upfront en pensant au Québec, je vais juste gambler comme que le Québec va m'aimer. Ouais, que les gens vont s'attacher. Il y a tellement un ego démesuré que je me demande si ça n'avait pas parti de sa stratégie parce que ça me semble impossible qu'un gars autant stratégique ait pas mis dans toutes les données que le Québec va voter à la moi, fin. C'est comment je l'ai lu. C'est comme si, sur le coup, autour de la table, devant tout le monde, il n'a pas voulu admettre qu'il pensait à ce que le Québec allait penser parce que quelques heures avant, dans le party, quand il s'engueulait en toge, là, sur 2 étages, là, Arnaud, il a dit hey, moi, je le sais que Lauriane puis moi, on va pas gagner, je le sais. On veut juste se rendre en finale. Ou une affaire de même. Fait qu'il le sait. Tu sais. Mais puis, il y a les gens qui spinent, les gens de communication, qui font du spin et du contre-spin. Je parlais du fait qu'il faut aussi que tu te défendes des fois parce que, justement, il y a des narratifs que tu ne contrôles pas qui sont imposés soit par les équipes adverses, soit par, justement, les médias, par exemple. Il faut aussi que tu sois capable de déconstruire des narratifs. Puis, au-dessus de tout ça, il y a le doc de campagne. Le doc de campagne, c'est le directeur de campagne. Arnaud est pas mal dans ce vibe-là. Chimpanzé et doc de campagne. C'est quelqu'un qui... parce que c'est des rôles qui sont pas figés. Là. C'est pas des équipes immenses, les équipes de campagne électorale. Fait que tout le monde se met à faire... Si tu es un stratège, il y a des fortes chances que tu fasses des coms aussi. Puis tout le monde, à la fin de la vie, là, tout le monde devient des mobilisateurs parce que comme c'est le même que tu gagnes. Donc, mais il y a quelqu'un qui est quand même un chef d'orchestre là-dedans, qui colle les shots, qui prend les décisions, qui détermine c'est quelle alliance qui peut continuer à travailler, à avancer, qui décide aussi quel contenu va être pertinent, quel contenu va devenir un message, quel contenu va devenir un spin ou un contre-spin. Donc, Arnaud, c'était assez fascinant. C'est ça, j'ai écouté 2 épisodes, là, puis je me disais... Lui, il a quand même compris. Il a compris que s'il joue sur plusieurs tableaux puis qu'il est capable de s'adapter puis de jouer plusieurs rôles, au final, il est plus gagnant. Après, il a peut-être pas compris qu'à la fin, si t'es pas attachant, tu vas perdre. Tu vas perdre. En fait, il l'a peut-être compris, comme c'est dit, Emna. C'est ça que je trouve fascinant. J'ai hâte de voir l'heure de vérité. Fait qu'Arnaud, c'est Gilbert Thibodeau. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, c'est celui qui l'accompagne. Mais en même temps, dans le cas d'OD, c'est un peu particulier parce que c'est ça, les candidats sont aussi
les candidats qui mettent leur face Ouais. sur Exact. les pancartes. Fait que c'est un peu, on l'a vu avec, on le voit avec leurs oriflammes. C'est comme ça que ça Oriflammes, s'appelle. c'est comme ça qu'ils appellent ça. Oui, c'est très ça. joli, je C'est trouve. très beau. Fait que, tu sais, oui, c'est ça. Tu sais, à la fois dans le paraître, mais en même temps, ils sont forcés d'être leurs propres stratèges parce que tu n'as pas non plus cette seconde couche de gens en dessous, tu sais, qui leur disent, ouais, telle affaire, c'est une bonne idée, si on va lancer une balle. Puis, comme, tu sais, puis, ben, tu as la prod en dessous aussi qui construit l'histoire. Fait que tu as une autre strate quand même, tu sais, qui fait de la stratégie aussi, parce que tout est politique. Là, c'est intéressant aussi de voir comment ces dynamiques-là se déployaient justement par OD. Je voulais faire un exemple justement avec les toges. Là. Ça m'a fait beaucoup rire. Tu sais, dans l'épisode de dimanche, quand il y a eu l'espèce de combat de coq ou le choc là, entre Hadès et Zeus, j'ai trouvé ça quand même excellent. Là, comme, c'était comme correct, vous avez choisi genre les deux tops. Là, puis, tu sais, qui s'opposent... Puis pourtant, ce sont des candidats qui jouent dans les mêmes talles, qui ont des alliances similaires, du moins de ce que j'en ai compris, puis qui se ressemblent. En tout cas, ils ont l'air de se ressembler beaucoup dans leur dynamique. Puis moi, je me disais, c'est qui paye au final? En fait, c'est qui va être gagnant de ça? Clairement, c'est pas... Là, finalement, ça est parti, fait que ça a fonctionné. Mais quand tu te concentres sur l'adversaire qui te ressemble le plus, puis là, je fais un lien encore avec la campagne, surtout dans une course à plusieurs, ben c'est pas toujours toi que t'avantages, tu sais. Puis c'est important d'être capable de prendre un petit peu de recul puis de voir que d'autres bénéficient aussi des moves que tu es en train de faire puis de l'énergie que tu mets sur un adversaire précis. Parce que justement, c'est pas toujours les personnes que tu souhaites voir gagner. Puis des fois, tu as quelqu'un à côté qui est peut-être en train de manger du popcorn puis qui est comme, hey, pendant que vous vous obstinez puis que vous vous splittez de vôtre, ben, il y a peut-être des choses qui se passent à côté. Fait que c'est ça. Puis pour terminer, non, pas pour terminer. En fait, j'ai encore deux affaires. Une chose, je trouve ça quand même intéressant, les dynamiques genrées aussi. Tu sais, c'est quelque chose qui existe aussi en campagne électorale, puis de manière générale en politique traditionnelle aussi. C'est intéressant de voir que justement, les rôles de stratège, les rôles de mobilisateurs, souvent, ce sont davantage des hommes qui les occupent. On le voit très bien à OD, où là, justement, tu sais, les couples sont formés. Fait que les alliances qui se tissent, ben c'est des gangs de gars qui se tissent ensemble. Puis, à l'inverse, ben, les équipes de communication puis les spinners, souvent, ben, c'est plus des femmes, des personnes queer. Puis, on le voit justement, tu sais, les gens qui spinnent, c'est pas ceux qui développent nécessairement les stratégies. Même si la ligne est fine parfois, c'est des gens qui prennent le message et qui s'assurent que c'est bien compris. Puis, on le voit bien avec les filles qui, finalement, tu sais, vont continuer à semer des graines pour s'assurer que le message de leur chum se rende à la bonne place. T'sais. Puis là, ça va être intéressant dans les prochaines semaines parce que moi, j'ai hâte de voir si... c'est quelles alliances, finalement, qui vont être les plus fortes? Est-ce que c'est les alliances amoureuses ou c'est les alliances de bro? T'sais? Parce que je sais pas avec qui ils ont vraiment le goût d'aller en finale. C'est avec leur gang de boys ou c'est avec la fille, finalement, qui est supposée faire battre leur cœur? C'est une question lancée dans l'univers. Puis c'est ça, c'est intéressant de voir que, justement, autant en politique que dans une télé-réalité, ben, on se retrouve un peu campé dans des rôles très hétéronormatifs où... on est pris dans ces gamiques-là, puis c'est une lutte constante pour faire de la politique autrement et pour, comme justement, exister autrement que dans les rôles qui nous sont attribués à la naissance et avec lesquels on se bat tous les jours. Finalement, dernière affaire, on en a parlé un peu, il y a l'intensité aussi. C'est probablement le parallèle le plus fort. Une campagne électorale, c'est plus que 24 heures dans une journée. C'est du 7 jours sur 7 pendant 45 jours et chaque jour a l'air de 5. Ça tisse des liens excessivement forts entre les gens. Puis tu sors de là, que tu gagnes ou que tu perds, tu as l'impression que cette gang-là, c'est ta famille pour la vie. C'est la même chose, en fait, à OD. Tu les vois agir, se dire « je t'aime, OD », mais « je t'aime pareil ». Puis s'appeler mon chum, ma blonde, alors qu'ils se connaissent depuis 4 secondes d'écart. Puis en même temps, je suis à peu près persuadée qu'ils y croient parce que l'expérience qu'ils sont en train de vivre, il y a à peu près personne d'autre qui va la comprendre, à part peut-être d'autres candidats, mais même là, tu sais, c'est tellement... C'est comme un train
à grande vitesse en feu. Il s'en va par en avant. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut... En tout cas, je leur souhaite beaucoup de douceur quand même quand ils vont redescendre parce que tu n'as pas le choix de redescendre à un moment donné, peu importe l'issue que tu aies gagnée ou que tu aies perdue. Puis après, il faut que tu te tiennes avec les gens qui l'ont partagé avec toi parce que sinon, ça t'échappe un petit peu. Fait que voilà. Bienvenue dans le ventre de la campagne. T'as-tu dit « Je t'aime » campagne électorale à quelqu'un pendant la campagne? Je t'aime Projet Montréal. Je t'aime Projet Montréal. Ah, c'est cute. Merci, c'était vraiment intéressant. Tellement. Pour les prédictions, les filles, on est rendu là, mais là, on pense. Là, on pense qu'il reste seulement 3 épisodes avant la fin. Parce que là, c'est ça, la finale là, sur l'application Belle d'Emna, on a découvert dans le guide, oui, là, dans quand le tu vas, synopsis. je suis allée le plus loin possible que je pouvais, parce qu'ils annoncent pas tout autant d'avance. Là, on a Mais compris là, que la finale s'échalonne sur 2 épisodes. Ouais. Fait que la semaine prochaine, fait que l'épisode du 16 novembre, la semaine prochaine, il va y avoir une dernière élimination avant la finale et le voyage commencerait. Ouais. Puis le 23 novembre, selon les descriptions encore, ça serait la finale et l'heure de vérité aurait lieu le 30 ça novembre. disait pas, on n'est pas sûr pour l'élimination. Peut-être que l'élimination va se faire dans la semaine, je sais pas. Effectivement, mais il ferait pas 2 semaines. Mais non, il ferait pas 2 fins de semaine. De juste un voyage. Non, là. On va ça. se gonner toute la gang collectivement. Là, comme les voyages en plus, au Chili, il y a beaucoup beaucoup de possibilités de via ferrata. Fait que accrochez-vous. Fait que ça serait ça dimanche, première partie du voyage final. Le dimanche d'après, deuxième partie et dévoilement du couple gagnant. Ouais. Et dimanche le 30, si nos calculs sont bons, ce serait l'heure de vérité. Ça va plus vite que les années passées à cause de Tentation Soleil. Fait que c'est ce qu'on pense. Mais c'est quand même 13 épisodes. Ouais, c'est 13 semaines, comme l'année passée. Fait que je vous demanderai pas qui qu'on pense qui va gagner, mais mettons qui vous pensez qui va se rendre à la finale. Est-ce qu'on pense que Annie et Damien vont se faire éliminer la semaine prochaine? Comment on envisage tout ça? Mais c'est parce qu'en ce moment, ils font des épreuves à la monter un meuble Ikea en 5 minutes. Là. Fait que tu sais pas qui c'est qui va avoir un avantage puis qui c'est qui va voter pour qui. Tu sais, s'il y avait 0 avantage pour personne puis que c'est juste Arnaud et puis tout ça qui collerait les shots. Peut-être que la prod a envie qu'ils se rendent en finale aussi. Oui, peut-être. Parce que justement, ça vient un peu brouiller les cartes, sinon la shot est un peu calée. Puis Arnaud donne un bon show. Est-ce que la prod voudrait que Max JP, moi je pense que Max JP font un bon show. Est-ce que la prod voudrait tirer des ficelles? Mais moi, j'ai même pas aucune idée pour qui je voterais si mettons que c'est Anthony puis Arnaud, comme les gens vont voter par défaut pour le 3e couple. Tu comprends ce que je veux dire? Comme parce qu'il reste 5 couples. Il reste 5 couples. 5? Ben, Arnaud. Ah, c'est Cindy puis Mathis. Mathis. C'est vrai. Ah, fait qu'ils vont nous en éliminer plus que ça. Fait qu'on sait pas. Ah, peut-être qu'il va... Ah, OK, je fais une prédiction. D'après moi, on va perdre quelqu'un. Les 4 couples vont aller au voyage. Puis après ça, au milieu du voyage, ils vont nous schlop un dernier couple. Puis là, ça va être 3 couples en finale. Ça se pourrait. Mark my word. Peut-être. Je sais pas. J'aime pas ça faire des spéculations, mais comme... Moi non plus, j'ai pas plus de prédictions que ça. Toi, Florence, Non, y a-tu quelqu'un que tu souhaiterais voir gagner? De ce que tu as vu? Ah, c'est ça, t'es connais pas beaucoup. Je connais pas beaucoup. Mettons, tu voterais-tu pour Arnaud? Pas beaucoup de red flags. Oui, c'est ça. OK, parfait. Okay, oui. J'ai pas été séduite par aucun des gars, en fait. On amène toutes les filles. C'est ça, on amène juste les filles. Oui, une finale juste de filles. Parfait. Mais bon, je souhaite quand même que JP et Max se rendent, personnellement. Oui. She grew on me beaucoup, JP. Oui, il faudrait que ça serait divertissant. Ça serait un voyage final plus divertissant, en tout cas. Oui, vraiment. Non, mais là, lui, il était quasiment en train de signer un bail avec elle. Là, oui, il s'invitait dimanche en chez plus. eux. Là, comme, j'ai failli faire ma chronique là-dessus. Mais j'avais peur de trop me dévoiler. Fait que je peut-être une autre fois, s'il en reparle. Bref, avant de passer aux recommandations culturelles, on aimerait aussi vous rappeler que, comme le timeline approche, l'étau se resserre, il restera 3 épisodes des ficelles et le dernier enregistrement devant public approche lui aussi à grands pas. Et la seule manière de vous assurer d'avoir une place réservée pour l'enregistrement du 1er décembre, c'est d'être membre Patreon! Oui. Parce qu'on ne sait pas combien de billets il va rester après que les membres Patreon auront eu leur billet. Fait que n'hésitez pas à vous abonner pour avoir votre place. Puis d'ailleurs, les bougies seront disponibles bientôt, QV ficelle 2025. Fait que Gabrielle va pouvoir vous contacter là, si vous ne pouvez pas les récupérer au dernier enregistrement. Là, vous pourrez faire un petit arrangement avec elle. Alors voilà, si vous souhaitez nous soutenir différemment, sachez qu'il y a toujours plusieurs paliers pour correspondre à tous les portefeuilles. Fait que vous pouvez aller voir tout ça sur les détails de notre page Instagram. Puis merci beaucoup. C'est trop drôle parce que j'ai rencontré je vais en parler dans mes recommandations culturelles, mais OK, j'en parlerai dans mes recommandations. Allez-y, recommandations culturelles. OK, parfait. Vas-y donc, Florence, pour commencer, toi.
Moi, j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas beaucoup rien vu, j'ai pas. Je recommande Projet Montréal. Non, c'est un struggle à chaque Mais semaine. je recommence tranquillement. Fait qu'en fait, je vais vous parler de choses que je sais que je vais aller voir ou que je veux aller lire. Donc, dans les prochaines semaines, je m'en vais voir Corps fantôme, qui est une pièce de théâtre sur l'histoire queer à Montréal et au Québec, qui est à Duceppe en ce moment. La gang qui est derrière ça, elle est magnifique. Donc, je sais, moi, je vais au théâtre pour pleurer, là, puis pour évacuer mes émotions. Puis là, j'y vais en gang avec une partie de la campagne parce qu'on a besoin d'évacuer nos émotions puis de comme vivre des deuils ensemble. Fait que ça va être un grand moment. Puis je pense... Pour l'instant, ce que je lis sur cette pièce semble tout à fait magnifique, donc je le recommande à tout le monde. Dans les autres choses que je veux lire dans les prochaines semaines, il y a Résister, un tout petit essai de Salomé Saké, qui traite entre autres là, de la montée de l'extrême droite qui arrive à nos portes, mais qui traite aussi du fait que pour faire face à ça, il faut résister dans la joie. Je pense que ça clôt vraiment bien mon automne, parce que là, on pense nos plaies, on sera là pour organiser la résistance ensuite. Yes. Puis je pense qu'il va falloir le faire en ayant du fun. Puis en étant... moi, je suis très fan de Kill Them With Kindness. Donc, je pense que ce sera ça l'attitude à avoir dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, voilà, Résister de Salomé Saké. Oui, et en s'entretuant pas au sein même de la gauche. Non, voilà, exact. On prend des notes. Merci, Florence. Merci oui, je vais y aller. Ah, ben vas-y, si tu veux. Alors, la saison d'OD tire à sa fin, puis si vous voulez écouter autre chose qui a pas super bien vieilli, mais qui est encore divertissant, puis que vous avez envie de regarder quelque chose avec un regard critique, comme on le fait avec OD, ben, je vous conseille, attention, la série Les Frères Scott. Oui, je m'en vais quelque part avec ça. Les Frères Scott, qui a bercé mon adolescence, bien sûr, qui est disponible sur tout.tv. Oui, en version française? Je sais pas, je l'écoute en anglais, j'avoue. Je sais pas. Je l'écoute en anglais? Je sais plus dans quelle langue je l'écoute. Ça doit être en français? Bien, sûrement. Ça doit être nostalgique, I guess. Oui, en tout cas, c'est très nostalgique. Et en complément, pas juste les Frères Scott dans même à frette, là. En complément, parce qu'un peu comme les ficelles, ils ont aussi leur podcast critique qui s'appelle Drama Queens, qui est animé par Brooke Payton et Hailey, donc par Sophia Bush, Hilary Burton Morgan et Bethany Joy Lenz. Bon, là, semble-t-il que Robert Buckley, qui jouait Clay, s'est joint à elle en 2024. Paraît que Payton et Hailey sont en chicane. Bref, je sais pas, je suis pas rendue là, je viens juste de commencer, mais c'est franchement divertissant. Fait que c'est comme peut-être à la fin de la saison d'OD puis des ficelles, quand vous aurez plus rien à écouter comme ça, je vous le conseille. Puis sinon, pour faire du pouce, peut-être, tu m'as fait penser avec Corps fantôme et pièces de théâtre sur l'histoire queer à Montréal. Il y a eu une autre pièce de ce genre-là dans les dernières années à Montréal qui s'appelait Ciseaux, que je pense que plusieurs personnes ont beaucoup aimé, sur l'histoire des lesbiennes à Montréal, entre autres. Puis, shameless plug, ce seront mes invités, Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau de la compagnie Pleurer dans la douche dans le prochain épisode de Farouche, qui est ce vendredi à la Maison du développement durable. Il reste quelques billets, fait que si vous voulez passer une belle soirée dans la queerness et la joie, venez être parmi nous, voilà. Toi, Amé? Oh boy, comme à chaque fois que je finis les recommandations culturelles, je suis un peu gênée parce que... Non, mais moi aussi, j'ai pas beaucoup de temps là, entre l'UQAM, la job, les ficelles pour consommer du contenu pertinent pour recommander. Fait que j'ai failli recommander Shrek cette semaine parce que j'ai écouté Shrek pour la première fois. Puis ça a causé vraiment beaucoup de remous sur mon Instagram. Là. Les gens étaient un peu choqués que j'avais jamais vu Shrek. Là. Il y a même Cléo. Tu l'avais jamais vu? Mais non, je l'avais jamais vu. C'est ça. Même moi, j'ai vu Shrek. J'ai vu 4 films dans ma vie. Il y a même Cléo qui est une ficelloune qui m'a envoyé des articles féministes. C'était comme Shrek, c'est vraiment un film féministe sur la représentation de la beauté des femmes. Tu peux recommander aussi, bref. Mais non, à la place, j'ai décidé de vous recommander parce que je suis allée voir le lancement d'un album vendredi passé, Qualité Motel. Là, c'est 4 dudes, OK? 4 dudes blancs. C'est les gars de Mister Valeur, que vous connaissez peut-être plus avec Mister Valeur, qui font une espèce de projet complètement revolé sur le site. Tu sais, c'est quoi, Florence? Ouais. C'est vraiment, vraiment bon. Mais dans le fond, c'est 4 dudes blancs, certainement, mais ils font des collabos avec plein de monde, plein de gens de la diversité. Entre autres, ils ont fait une chanson qui est ma préférée de toutes leurs chansons avec Karim Ouellet. À l'époque, ils ont sorti Mosaïen sur leur nouvel album avec Mosaïen. Puis là, parce que j'ai pas eu le temps de tout bien écrire, là, je vous freestyle mes recommandations culturelles, mais il y avait aussi plusieurs femmes noires absolument magnifiques qui ont chanté sur leur album puis qui étaient là au lancement vendredi. Puis d'ailleurs, j'ai croisé des ficellos, des ficellounes
dans la foule. C'était vraiment, vraiment le Wholesome. fun. Très wholesome de rencontrer ces gens-là parce qu'en plus, c'est un gars puis sa blonde. Puis là, tout le long, j'y regardais puis je me disais, lui, là, il a l'air d'un gars pas problématique. Tu sais, il dansait. Emna, un grand green flag pour Emna. Il dansait. Il avait l'air cool, tu sais. Puis là, je me disais, wow. Puis à un moment donné, je me suis ramassée à côté de lui puis il me dit, t'es-tu la fille des ficelles? J'étais comme, hey, mon radar à gars pas problématique, un Patreon des ficelles dans la foule qui je savais. Bref. Mais si vous êtes, c'est très millennial coded, qualité motel, ils font des remixes avec des tunes genre Pleure dans la pluie, Gabriel des Trois Maisons au milieu de leurs chansons. Puis si vous avez comme aimé ça, aller danser dans les clubs sur Crescent là, dans les années genre 2010, là, oui, vous allez vraiment aimer ça. Ça vient chercher quelque chose dans nos cœurs de millennials, mais les Gen Z apprécient aussi beaucoup. Mais voilà. Fait que ça fait du bien dans ce mois de novembre avec beaucoup de neige. Là. C'est très ensoleillé comme musique. Fait que je recommande leur nouvel album. Ça s'appelle Clé en main. Fait que, c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Encore une recommandation culturelle très culturée. Merci Florence d'avoir été avec nous, d'avoir participé au officiel. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? As-tu des projets à part ton livre qui vient de sortir? Oui, évidemment. Oui, nous serons un village au cœur de la ville, publié chez Atelier 10. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous pouvez me suivre à l'hôtel de ville, probablement. Aussi, parce que, comme c'est tout le temps un peu là. Tout le temps un peu là. Puis c'est ça, on va voir pour la suite. Je suis un peu dans les limbes en ce moment, fait qu'on va voir pour la suite. Mais on te souhaite du doux et du repos. Ça va être doux. Merci. Ça va être doux. Merci Gabrielle, notre ficelle de Londres, pour la production, la diffusion, la gestion du temps. Merci à l'équipe de Virage Sonore pour leur chaleureux accueil. Merci à Marie-Hélène, notre magicienne du montage, et à Julien pour le jingle. Et merci à vous, Ficelle Officielle, de nous envoyer autant d'amour semaine après semaine. C'est grâce à vous si on a une si belle communauté officielle. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine! Bye! Bye.